Bonjour à tous. Il y a 200 ans, naissait le plus incroyable poète du 19e siècle. Je m'appelle Calouan, je suis auteur principalement pour la jeunesse et aujourd'hui, je viens vous parler de Charles Baudelaire. Lorsque j'évoque Charles Baudelaire avec les amis que je rencontre, le nom que l'on me donne souvent c'est poète maudit. Et nous allons voir pourquoi ce poète était maudit. Un des recueils de poèmes qui le caractérise le plus, c'est Les Fleurs du Mal. Dans ce recueil, souvent, on me cite le spleen. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant, en proie aux longs ennuis, et que l'horizon, embrassant tout le cercle, nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot unique, où l'espérance comme une chauve-souris s'en va de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Le spleen et Baudelaire, c'est presque un pléonasme. Dans ce texte-là, le spleen revêt un caractère particulièrement dramatique. On cite d'ailleurs le spleen baudelairien dans les meilleurs fascicules. Au centre de l'expérience existentialiste et poétique de Baudelaire se trouve central ce spleen, cette langueur de l'esprit qui prive l'homme de vivre la réalité telle qu'elle est. Mais qui est cet homme, ce Charles, au visage émacié, que l'on retrouve dans tous les fascicules, moi je ne le retrouve plus là, mais que l'on retrouve dans tous les fascicules, et qui a une vie assez particulière. C'est Félix Nadar, qui est à l'origine de nombreux clichés qui représentent le poète. Ce caricaturiste, écrivain et photographe était un avant-gardiste et il a tant fait pour la photo. D'ailleurs, il s'est occupé de plusieurs personnalités de son époque et a publié en 1854 une série de portraits, dont les fameuses photos représentant Charles Baudelaire, sobre, presque sévère. 1854, on associe cette date avec le poème Parfum exotique qu'il a écrit en souvenir de son voyage à l'île Maurice. Voilà un extrait. Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Mais revenons à cette fameuse date d'il y a 200 ans, avril 1821, date à laquelle naît Charles Baudelaire. L'enfant va évoluer alors dans un Paris qui est assez troublé, perturbé par une politique du gouvernement du roi Charles X, qui est jugé très réactionnaire par les citoyens qui se soulèvent au cours de la révolution dite des Trois Glorieuses. Cet enfant naît au sein d'un foyer assez particulier. Sa mère, qui s'appelait Caroline, était une femme qui avait alors 27 ans. Elle avait adopté dans son enfance à l'âge de 7 ans, suite au décès consécutif de ses deux parents, qui étaient des émigrés français qui vivaient à Londres. Son père, Joseph François Baudelaire, avait été prêtre, c'était un dessinateur et un fonctionnaire au Sénat. Tout ça signifie que c'était un homme cultivé, lettré, distingué, mais âgé. En effet, 30 ans, même plus que 30 ans, séparent la mère Caroline et le père Joseph François. Son père, par ailleurs, avait déjà été marié, ce qui signifie que l'enfant, né de ce premier mariage, Claude Alphonse, était le demi-frère de Charles. Est-ce qu'ils s'entendaient bien? Pas vraiment. Ils n'ont jamais cultivé de lien ensemble. François-Joseph est mort rapidement, puisque peu d'années après la naissance de Charles, il devait avoir 6 ans, Caroline se retrouve seule avec cet enfant, mais pas pour longtemps, parce qu'1 an et demi après la mort de Joseph François, Caroline va se remarier avec un lieutenant-colonel, Jacques Opic, qui est un homme
austère, solide, lui aussi un orphelin d'ailleurs dès son plus jeune âge, qui avait combattu en Espagne, en Algérie, et qui deviendra sur le tard un sénateur, puis un conseiller général. Alors c'est pas facile pour Charles d'être heureux. Son père disparaît quand il est un enfant. Il se retrouve avec un beau-père, nouveau mari de sa mère, un militaire dont les valeurs sont opposées aux siennes, et surtout un homme qui capte toute l'attention de la seule femme qui marquera toute sa vie, le seul être auquel il tient vraiment, sa mère. La rue, assourdissante, autour de moi hurlait, longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant, le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi je buvais, crispé comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide, où germe l'ouragan. La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté. Dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Entre Charles et Jacques, la relation elle est difficile, conflictuelle, ils se ressemblent pas beaucoup, ils ne s'aiment pas beaucoup, et le jeune homme qui est Charles à l'époque n'a pas du tout envie de subir l'autorité de cet étranger. Et il se veut, lui, être un rêveur, un poète, un bohème, complètement à l'encontre des valeurs de ce militaire. Comme Jacques n'aime pas ce que transporte ce jeune homme, ce qu'il diffuse, il va l'envoyer en pensionnat, puis après à l'internat. Et pour Charles, ce déchirement, cet éloignement injuste de sa chère Caroline est vraiment insupportable et il marquera le tournant de cette incroyable tristesse qui va l'accompagner toute sa vie. Évidemment, au lycée, pour lui, ça ne sera pas de tout repos et il sera renvoyé parce qu'encore une fois, il rejette les valeurs que sa famille lui demande d'adopter à travers ce pensionnat, c'est-à-dire bourgeoisie et obéissance. C'est tout ce qu'il refuse. Donc Jacques, qui est droit, qui est rigoureux, qui est ce beau-père austère, qui n'accepte pas ses excès et veut le punir de ses velléités poétiques, certainement d'ailleurs inspiré par sa vie peu morale entre les femmes de petite vertu et les cafés de la rive gauche, le fait monter à bord d'un paquebot, direction Calcutta, alors que Charles n'a même pas 20 ans. C'est un bateau en mauvais état et l'expédition s'avère hasardeuse. Plusieurs escales sont donc nécessaires au capitaine Salise pour permettre à ce bateau de se remettre des intempéries subies. Charles passe alors quelques jours à l'île Maurice, en escale. C'était une terre magnifique, éblouissante. Il semblait que les musiques de la vie s'en détachaient en un vague murmure, et que de ses côtes, riches en verdure de toutes sortes, s'exhalait jusqu'à plusieurs lieues une délicieuse odeur de fleurs et de fruits. Petit bonheur en prose. À l'île Maurice, Charles va rencontrer un planteur, riche, heureux, marié, qui va s'occuper de lui pendant les 19 jours que vont durer le séjour. Il s'appelle Gustave Adolphe Otard de Bragard. Voilà comment Charles va nous parler de son voyage à travers un poème qui s'appelle L'Albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau, comme il est comique et laid, l'un l'agace avec son bec, avec un brûle-gueule, l'autre mine en boitant, l'affirme qu'il volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Ce séjour à l'île Maurice aura marqué une partie de son œuvre. Avant d'achever son voyage, puisque finalement il n'ira pas vers les Indes et il restera à l'île Maurice avant d'embarquer direction la métropole. Donc avant d'achever ce voyage, il écrira quelques poèmes pour l'épouse de M. Otard de Bragard, la délicieuse Emelina. On retrouve à l'île Maurice une petite rue perdue, une petite rue misérable en plein bidonville, qui porte la pancarte Charles Baudelaire Street. C'est dire si son passage a marqué et s'il reste des traces de ce passage gravées sur une stèle dans la maison, enfin posée sur la maison qu'il a accueillie et un peu partout sur cette île. Donc à cette Emelina, il a dédié un poème qui s'appelle « À la dame créole » et qui est certainement le plus ancien sonnet qui compose le recueil « Les fleurs du mal ». Donc c'est pas facile pour ce pauvre Charles d'être riche parce que il est épicurien, il est dépensier, il n'a aucune valeur de l'argent et il a délapidé tout l'héritage reçu par son père en alcool, en amour et en art. Et ça lui sera reproché. Incapable d'être comblé, ce Charles va chercher partout les plaisirs de l'art. Donc, Charles dilapide l'héritage paternel. Sans aucune valeur de l'argent, il claque, il claque, il claque. À un moment donné, l'argent vient à manquer et il va falloir en gagner. Heureusement pour lui, Charles n'est pas que un poète, c'est aussi un journaliste, un critique d'art, un traducteur. Là, on est aux environs de 1845 et l'homme, Charles donc, publie de nombreux articles de critique d'art. J'ai pu trouver dans des vieux Deux Mondes, des vieux numéros de cette revue, qu'à plusieurs années d'affilée, le niveau de la Seine s'était élevé et on en gardait des traces. C'est dire à quel point le Paris dans lequel il évolue est agité régulièrement. On est donc aux environs de 1845 et Charles fait une découverte étonnante. Il découvre les écrits d'un certain Edgar Allan Poe qui le touche. Et même s'il n'est pas son premier traducteur, il lui vient cette envie de le faire découvrir aux lecteurs français et de le diffuser. La première fois que j'ai ouvert un livre de lui, j'ai vu, avec épouvante et ravissement, non seulement les sujets rêvés par moi, mais des phrases pensées par moi et écrites par lui 20 ans auparavant. En juillet 1848, paraît sa première traduction d'un récit d'Edgar Allan Poe qui s'appelle « Révélation magnétique » dans la revue La Liberté de penser. Donc j'en ai pris un extrait et je me permets de vous lire ce que Charles fait des écrits d'Edgar Allan Poe. Bien que les ténèbres du doute enveloppent encore toute la théorie positive du magnétisme, ces foudroyants effets sont maintenant presque universellement admis. Ceux qui doutent de ces effets sont de purs douteurs de profession, une impuissante et peu honorable caste. Ce serait absolument perdre son temps aujourd'hui que de s'amuser à prouver que l'homme, par un pur exercice de sa volonté, peut impressionner suffisamment son semblable pour le jeter dans une condition anormale dont les phénomènes ressemblent littéralement à ceux de la mort, ou du moins leur ressemblent plus qu'aucun des phénomènes produits dans une condition anormalement connue, etc., etc. Donc tout ce texte, un petit peu lourd sur la condition de la mort et de l'homme, séduit Charles, et il devient à partir de là son traducteur
attitré, puisqu'Edgar Allan Poe considère que le travail de Baudelaire est tout à fait en adéquation avec ce qu'il souhaite dire. Donc c'est Charles Baudelaire qui va contribuer à la gloire de ce Edgar Allan Poe en France. L'auteur américain, lui, il a une grande popularité en France à partir de là, qu'il n'a même pas dans son propre pays. D'ailleurs, Charles le reconnaît bien volontiers. J'ai trouvé un auteur américain qui a excité en moi une incroyable sympathie. Les voilà désormais frères de littérature, proches amis. Le travail de l'un sert les intérêts de l'autre. C'est un duo win-win, ou plutôt un duo gagnant-gagnant, autant financièrement qu'éditorialement. Même si ça a valu à Charles Baudelaire d'être soupçonné de plagiat, l'un est le pape du romantisme américain et l'autre se nourrit de ce romantisme pour être un Dante d'une époque déchue, puisque c'est comme ça que l'on l'a appelé régulièrement. Dante, c'était un poète italien du XIIIe siècle. Donc c'est pas facile pour Charles d'être heureux, parce qu'il est torturé et rebelle. Et lui qui a consacré une grande partie de sa vie à décrire le spleen, est habité de ce mal de vivre lancinant qui plombe et qui noircit son âme. Mais Charles n'est pas que ce spleen, il est aussi un grand amoureux. Donc on lui connaît plusieurs grandes dames dans sa vie, et la première c'est Charles Duval, une métisse vénéneuse qu'on appelait la Vénus noire, qui tenait des petits rôles au théâtre de la Porte Saint-Antoine et qui a enflammé ses rêveries érotiques. Charles, il a 21 ans quand il la rencontre et leur liaison va durer de longues années, ballottée entre rupture et retrouvailles. Elle lui aura quand même transmis la syphilis qui sera à l'origine de sa mort quelques années plus tard, alors qu'il a 46 ans. Mais ça, on en parlerait à ce moment-là. Donc elle rôde cette Jeanne Duval dans toute l'œuvre de Charles et elle reste constamment une présence. Dans le poème La Chevelure, il fait référence à cette Jeanne. Après cette histoire passionnée, est arrivée Marie Daubrun, de son vrai nom Marie Bruno, qui était une actrice de la Gaîté dont les yeux ont tout de suite ensorcelé le poète. Donc en 1848 va débuter une vraie histoire entre eux, qui sera brève, mais qui aura inspiré un des plus célèbres poèmes qui est Invitation au voyage, dans lequel il convie son amante à un voyage vers un pays idéalisé. Évidemment, ce n'est pas un vrai voyage, c'est un voyage amoureux. Ce poème est un de ceux qui ont été le plus donnés aux élèves, qu'on a le plus étudié. Et généralement, le retour que nous font les élèves, c'est qu'ils ont vraiment un grand plaisir à l'apprendre et également à le réciter. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés. Pour mon esprit, ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillants à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants polis par les ans décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Ce poème n'est pas fini, mais j'arrête là. En tout cas, cette Marie lui a brisé le cœur parce qu'elle a décidé de le délaisser pour un autre poème, qui était Théodore de Banville. Un autre poème très connu et triste, qui s'appelle Le Poison, a été écrit pour cette Marie Daubrun. La langoureuse Asie et la brûlante Afrique, tout un monde lointain, absent, presque défunt, vit dans tes profondeurs forêts aromatiques.
Comme d'autres esprits voguent sur la musique, le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum. Je plongerai ma tête amoureuse d'ivresse dans ce noir océan où l'autre est enfermé. Et mon esprit subtil que le roulis caresse sera vous retrouver aux fécondes paresses, infini bercement du loisir embaumé. Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tenus, vous me rendez l'azur du ciel immense et rond, sur les bords duvetés de vos mèches tordues. Je m'enivre ardemment des senteurs confondues, de l'huile de coco, du musc et du goudron. Longtemps, toujours, ma main sur ta crinière lourde sèmera le rubis, la perle et le saphir, afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde. N'es-tu pas l'oasis où je rêve et la gourde où je hume à l'entrée le vin du souvenir. Voilà pour Marie. A suivi Aglaé Sabatier ou Apollonie, selon les documents que l'on trouve, qui était la fille d'une blanchisseuse née d'un père inconnu et qui a, elle aussi, débuté une carrière d'artiste puisqu'elle était à l'opéra une figurante. Elle est vite devenue la maîtresse attitrée de plusieurs hommes d'affaires aisés et elle va être installée dans le 9e arrondissement de Paris, dans une villa où elle va régulièrement recevoir ses amants différents et nombreux, des artistes et des auteurs. Alors, comme beaucoup d'autres avant lui, Baudelaire en tombe follement amoureux lorsqu'il la rencontre en 1852. Pendant 5 années, 5 folles années, il va brûler pour elle d'un amour totalement idéalisé et il va lui adresser, sans le lui dire, de façon anonyme, des poètes enflammés, sensuels, mystiques, pour lesquels la belle Aglaé garde le secret. On pense qu'elle sait qu'il lui envoie ces textes, mais ne l'avouera jamais. On retrouve parmi ces textes de très beaux poèmes comme Harmonie du soir ou Le flacon. Voilà le flacon. Il est de fort parfum qui de toute matière est poreuse. On dirait qu'il pénètre le verre en ouvrant un coffret venu de l'Orient, dont la serrure grince et rechigne en criant. Ou dans une maison déserte, quelques armoires, pleines de l'âcre ocre, odeur des temps, poudreuse et noire. Parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient d'où jaillit toute vive une âme qui revient. 1000 pensées dormaient, chrysalides funèbres, frémissant doucement dans les lourdes ténèbres qui dégagent leurs ailes et prennent leur essor teinté d'azur, glacé de rose, lamé d'or. Là encore, je vais arrêter là, mais ce poème est d'une poésie et d'un romantisme incroyable. Donc il a vraiment ce don pour inscrire dans ses poèmes une magie, un romantisme et une beauté qui ne peuvent laisser indifférents les femmes. Alors, parlons des autres femmes qui ont jalonné sa vie. La première, évidemment, c'est, on l'a déjà dit, sa mère, qui restera pour toujours, tout au long de sa vie, celle qu'il a idolâtrée. Donc le premier poème des Fleurs du Mal qu'on a découvert, nommé Bénédiction, retrace l'éloignement et même la mésentente qui se sont installées au fil de temps entre Caroline et Charles. Parce que, et d'une, il ne lui pardonne pas son remariage, et de deux, il en souffre terriblement à cause de l'éloignement qu'a imposé Jacques, et sa mère n'a jamais pris sa défense, et ça, il lui en veut terriblement. Donc voilà ce poème. Lorsque, par un décret de puissance suprême, le poète apparaît en ce monde ennuyé, sa mère, épouvantée et pleine de blasphème, crispe ses poings vers Dieu, qui la prend en pitié. Ah, que n'ai-je mis tout un nœud de vipère plutôt que de nourrir cette dérision. Maudite soit la nuit au plaisir éphémère où mon ventre a conçu mon expiation. Donc on imagine que Charles fait parler sa mère et lui fait regretter presque d'avoir mis cet enfant au monde. Malgré tout,
Pour combler cet éloignement entre sa mère qui lui a fait défaut et qui lui a terriblement manqué, Charles il a pu compter sur une servante, une nounou, qui s'appelait Mariette et qui durant toute son enfance a veillé sur lui et à qui il a décidé de dédier un des poèmes que l'on retrouve dans Les Fleurs du Mal, qui n'est pas un des plus connus, loin s'en faut, mais que Léo Ferré a mis en chanson et qui s'appelle La Servante au grand cœur. Alors je vous ai parlé de Jeanne, je vous ai parlé de Marie, je vous ai parlé d'Aglaé, mais ce que l'on sait moins, c'est que c'est une certaine Sarah, une prostituée qui était très très belle, alors qui avait un petit défaut parce qu'elle souffrait d'un strabisme qui lui valait un surnom de Louchette, mais c'est elle, donc cette Sarah, qui a initié notre Charles aux pratiques de l'amour et du sexe. Pour remercier de cette découverte sensuelle, Charles a écrit pour Sarah 3 poèmes, dont un qui a pour titre « Tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle ». Je vous cite les 4 premiers vers. « Tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle, femme impure, l'ennui rend ton âme cruelle pour exercer tes dents à ce jeu singulier. Il te faut, chaque jour, un cœur au râtelier. » Donc voilà un tour d'horizon sur les femmes qui ont marqué la vie de cet homme au grand spleen. Il y a maintenant quelque chose qui travaille aussi Charles, qui est l'édition. Écrire des articles et traduire des auteurs américains, c'est une chose, mais faire éditer les nombreux textes qui commencent à s'accumuler dans sa vie, Charles le voudrait bien aussi. Donc le premier recueil de Charles a vu certains de ses poèmes condamnés, donc la première édition de son recueil Les Fleurs du Mal, suite à un procès en moralité. Évidemment, ça a bien touché notre poète. Alors, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une simple coïncidence? En tous les cas, en 1857, le recueil des Fleurs du Mal paraît, et c'est justement l'année où le général Opic, vous vous souvenez, le général Opic, Jacques Opic, le beau-père que Charles n'a pas du tout accepté et qui lui a fait bien des malheurs, puisqu'il l'a éloigné de sa mère et il l'a envoyé d'abord en pensionnat, puis à l'île Maurice. C'est cette année où il meurt, comme si la sortie de son recueil, qui va être une consécration par rapport à ses écrits, était aussi le symbole d'une délivrance par rapport au poids autoritaire que marquait cet homme. C'est surtout, pour Charles, une ouverture, une possibilité de se réconcilier avec sa chère mère, alors que 6 de ses poèmes sont retirés de son recueil et qu'une seconde édition ne verra le jour que 4 ans après, parce que la première a dû être trop sévèrement condamnée et coupée. À ce moment-là, Charles est malade. La syphilis dont je vous ai parlé par rapport à Jeanne commence à avoir des impacts importants sur sa vie et il consomme de nombreuses drogues pour pouvoir surmonter les douleurs qui le nuisent. Donc c'est une réalité quotidienne, ça, cette drogue. Et on va retrouver l'utilisation, le témoignage de ces utilisations dans Paradis artificiel, qui est un essai qui est publié en 1860 et où le poète questionne la relation qu'il a entre la drogue et la création poétique. Donc on retrouve dans ce recueil, dans cet essai, 2 grandes parties. Une grande partie qui est le poème du hashish, qui se présente un peu comme un traité mi-philosophique, mi-scientifique sur la nature, l'usage et les effets de la drogue orientale, et une seconde partie qui se nomme Le Mangeur d'opium et qui est un commentaire en réalité d'un livre Confession d'un Anglais mangeur d'opium de Thomas de Quincy, qui était paru en 1821 et qui était un travail de compilation et aussi un travail d'éclaircissement critique. Donc dans ces pages-là, dans la deuxième partie, Charles révèle au lecteur toute l'attention, toute la finesse
de son génie littéraire. Donc j'ai extrait un passage du poème de La Chiche qui s'appelle « Le goût de l'infini » et je voudrais bien vous lire un peu ce passage. Ceux qui savent s'observer eux-mêmes, donc le goût de l'infini, et qui gardent la mémoire de leurs impressions, ceux-là qui ont su, comme Hoffmann, construire leur baromètre spirituel, ont eu parfois à noter, dans l'observatoire de leurs pensées, de belles saisons, d'heureuses journées, de délicieuses minutes. Il est des jours où l'homme s'éveille avec un génie jeune et vigoureux. Ses paupières à peine déchargées du sommeil qui les scellait, le monde extérieur s'offre à lui avec un relief puissant, une netteté de contours, une richesse de couleurs admirable. Le monde moral ouvre ses vastes perspectives pleines de clarté nouvelle. Dans les paradis artificiels, Charles s'autorise à se livrer à de brillantes réflexions sur l'art, la poésie et la misère des angoisses existentielles. Donc pas facile de réussir à rester à sa place pour ce Charles qui décide, alors qu'il ne va pas bien, de fuir vers la Belgique en vue de trouver un petit peu un repos à son âme torturée et à ses douleurs qui clouent son corps. Finalement, il ne va pas vraiment apprécier la Belgique. Alors il s'est installé à Bruxelles, il n'écrit plus beaucoup, mais on lui a commandé 5 conférences. Finalement, il n'en fera que 3. Il les donnera à la Maison du Roi, Grand Place à Bruxelles. Et ces 3 conférences virent au fiasco. Très peu de spectateurs qui n'apprécient pas du tout le contenu. Et donc, on en revient à 3. Mais la vraie raison de l'installation de Charles à Bruxelles, c'est Albert Lacroix, cet éditeur qui vient de publier Victor Hugo avec ses Misérables. Et pour Charles Baudelaire, c'est une gageure de réussir à séduire cet Albert Lacroix et à être également édité par lui. Malheureusement, Albert, qui a entendu parler de l'échec de ses conférences, qui a entendu parler de ce drôle d'individu triste, malade, dont les recueils ont été condamnés, ne voudra pas éditer Charles Baudelaire. Et Charles n'apprécie plus finalement cette ville dans laquelle il était venu trouver du repos. On retrouve un pamphlet qu'il a écrit et dans lequel il juge vraiment sévèrement ce pays qu'il n'a plus aimé, et ce pamphlet s'appelle « Pauvre Belgique ». Horrible monde, peuple inepte et lourd, trop bête pour se battre pour ses idées. Ici, plus une arme qui parle. Il faut être grossier pour être compris. On ne pense qu'en commun et en bande. Pas très sympa, pas très valorisant, et vraiment le reflet de ce qu'il pensait de cette Belgique qu'il a fui. Donc les premiers extraits de cette œuvre seront publiés à titre posthume en 1887 et il faut attendre 1952, donc bien des années après, pour que l'œuvre complète soit publiée. Donc on en revient toujours à la même chose, il est malade, maintenant il est vraiment aigri, il n'a pas trouvé autre chose que des déboires dans ce pays et il faut croire que les habitants de ce pays, les Belges n'ont pas senti, ne se doutaient pas que vivait ici un des plus brillants esprits de l'époque, puisque je le redis quand même, c'est un des plus incroyables poètes de son siècle. Son corps est fatigué et son corps lâche. Un jour, en entrant dans une église à Namur, il perd connaissance, il tombe et il en reste profondément blessé parce qu'il va retirer de ça des troubles cérébraux, une aphasie, une hémiplégie par la suite. Donc il se soigne, on le redit, grâce à la drogue. Il est fatigué, il est blessé, il décide de revenir à Paris et il va mourir. On est en 1867. Ce poète qui a été méjugé, malmené par les femmes, malmené dans l'édition de ses poèmes, va connaître par la suite une gloire posthume inouïe et ses recueils, mis en chansons, mis en voix, sont immensément connus, immensément lus et appréciés. Sa poésie est considérée de facture classique.
On y retrouve les artifices traditionnels du vers et de l'alexandrin particulièrement. Rimbaud l'a souvent critiquée de mesquine, mais on pourrait en dire qu'elle ressemble à un masque, recouvrant non pas la bouche comme nous le vivons actuellement, et c'est pas fini, mais une grande détresse. On s'aperçoit, cependant, dans les petits poèmes en prose que je vous ai cités en début et qui parurent en 1862, que Baudelaire se libère de ces formes traditionnelles. Il faudra attendre bien plus tard Rimbaud et Mallarmé pour faire éclater cette forme traditionnelle. L'œuvre de Charles, qui est baignée d'un romantisme exacerbé, sombre, à la limite de la modernité poétique, exprime amplement le déchirement d'un être, écartelé entre le bien et le mal, la laideur et la beauté, Dieu et Satan, l'enfer et le ciel, la félicité et la douleur. Tout ce qui caractérise le spleen baudelairien. J'en ai fini avec cet étrange personnage que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir plus profondément parce que de façon classique j'avais étudié quelques textes lors de ma scolarité et puis j'en avais découvert d'autres dans Les Fleurs du Mal. Découvrir un peu plus de sa vie, d'explications sur ce qui a causé ce spleen si connu a été pour moi un grand plaisir que j'espère avoir partagé avec vous et je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Et je vous dis peut-être à bientôt.